Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir, bonsoir à tous. Et voilà, comme d'habitude, l'heure tant attendue de votre émission préférée, la seule émission en français sur la gestion de patrimoine produite au Portugal. C'est un plaisir de repasser cette heure et demie avec vous, avec de nouveaux invités. On a Roman Antonio qui nous a rejoint. C'est la première fois qu'il intervient sur la radio. Cyriac qui remplace David de Sanso, lui, il est un petit peu plus habitué. Victor qui reviendra avec un nouveau point, quelque chose de spécifique sur l'or physique. Et Julien Milinkovic, que vous connaissez tous maintenant, qui nous parlera d'assurance vie et tout particulièrement de la souscription par des mineurs pour des contrats d'assurance vie. Voilà, c'est maintenant le temps de l'édito et je vais donc démarrer. Nous allons nager en eau trouble pendant encore un petit moment. Nous ne savons pas où nous allons avec la guerre en Ukraine, qui n'est pas la mère de tous les problèmes, mais est venue donner un sacré coup d'accélérateur à l'inflation. Les prévisions sont déjà compliquées à faire en temps normal, alors avec Poutine à la manœuvre, je vous laisse imaginer. Que faut-il faire? Comme toujours, les premières règles sont de ne pas mettre de fonds dont vous pourriez avoir besoin sur des actifs volatiles qui pourraient baisser et avoir du mal à remonter rapidement. De ne pas prendre de risques que vous n'avez pas les moyens de prendre, de ne pas vendre en croyant qu'il sera simple de revenir au point bas, de faire un bilan complet de vos avoirs avant de décider. Nous sommes à votre disposition pour le faire. Avec le flux continu d'informations, il vaut souvent mieux se concentrer sur des chiffres. Depuis le début de l'année, on ne peut pas parler de crack que pour les valeurs technologiques. Le Nasdaq a perdu plus de 20% et cette frontière de 20% peut permettre d'employer le mot crack. Alors que le CAC, lui, est à environ 10% et le Standard & Poor's à moins 13%. Là, il serait plus juste de parler de forte baisse ou de baisse. Pendant ce temps, l'or, le dollar et le franc suisse ont monté par rapport à l'euro. Ça, c'est probablement l'effet guerre. Le pétrole s'est envolé de 40%, c'est aussi l'effet guerre. Et plein de matières premières ont suivi. Le sujet sur lequel je souhaiterais débattre n'est pas celui-ci qui a beaucoup plus besoin d'individualité que de généralité. Le sujet du jour est l'immobilier en France. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques points de repère et ensuite on va en débattre tous ensemble. La hausse s'est fortement ralentie partout en France, mais d'une manière générale, à l'exception de Paris où le marché a baissé le premier trimestre 2020. Le premier trimestre 2022 est resté, lui, haussier. Donc, pour résumer, parce que j'ai été un peu confus là, on a une hausse qui continue en France, mais qui s'est énormément ralentie. Pratiquement toute la France est haussière ou alors baissière à 0,1 ou étale, sauf Paris où on constate une vraie baisse, une baisse qui s'est confirmée le premier trimestre 2022 et qui, sur un an glissant, est de 3,1%. Le délai de vente s'est allongé, c'est aussi un indicateur assez sérieux. Et en revanche, les produits de luxe, pour l'instant, ne souffrent pas. Ne souffrent pas du tout. On n'a même pas encore de retour négatif sur des endroits qui étaient très appréciés par les Russes, comme Courchevel, ou des choses comme ça, où on pourrait s'attendre à. Pour l'instant, on n'a pas ce retour. Mais l'immobilier a toujours un temps de retard. Et n'oublions pas que la guerre a démarré en février, donc ça ne fait pas aussi longtemps que ça. Et un autre indicateur technique qui est extrêmement intéressant, sur lequel on pourra parler aussi, si on parle du prix d'un bien sur 25 ans, en disant que quand vous achetez un bien, vous l'achetez 200 000, mais en prenant un crédit sur 25 ans, il peut vous coûter 280, 290, ça va dépendre du taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt a renchéri les biens de 9%. C'est-à-dire que si les biens avaient baissé de 9%, ce qui est loin d'être le cas, ils seraient au même prix à horizon 25 ans avec le crédit. Encore que là-dessus, on pourrait modérer quelle est la partie cash, quelle est la partie à crédit, puisque bien entendu, ce calcul n'est valable que sur la partie à crédit, et donc sur l'apport, il n'est pas valable. Mais c'est intéressant à voir et ça peut être un indicateur. Allez, honneur aux nouveaux. On va commencer par vous, Roman. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Qu'est-ce que vous entendez? Un point de vue, une idée? Alors, mon prénom, c'est Antonio. Ce sera la chose la plus simple que je dirais, à mon avis, de toute l'émission. Excusez-moi. Ensuite, l'immobilier, il y a un peu deux vents contraires. En ce moment, effectivement, les perspectives de
hausse des taux. Donc, si vous regardez sur Internet les indicateurs de taux immobiliers moyens, effectivement, ils ont monté depuis le début de l'année en France de 40 points de base. Donc, on n'est pas revenu au niveau de 2018, mais on s'en approche. Mais ensuite, quand vous étudiez statistiquement au cours de temps la corrélation entre les taux et les prix immobiliers, disons qu'il y a assez peu de preuves statistiques que des taux plus élevés amènent à court ou moyen terme à une dégradation des prix. Parce que d'un autre côté, il y a un phénomène d'inflation. Donc, inflation, ça veut aussi dire inflation sur les loyers. Et l'immobilier est une classe active qui protège de l'inflation. Donc, c'est un peu les deux forces opposées. Donc, le scénario central, effectivement, c'est que à court terme, il y aura moins d'acheteurs. Et il y aura moins de personnes qui auront les moyens d'acheter à ces prix avec ces niveaux de taux. Les rendements locatifs vont probablement continuer à s'améliorer légèrement. Donc, en net, voilà, on aura un peu moins de transactions, mais je ne suis pas sûr qu'on ait une grosse baisse des prix. Ok, alors on a un premier point de vue. Cyriac, vous partagez, vous êtes en décalage par rapport à ce point de vue? Non, je partage globalement le point de vue d'Antonio. Globalement, c'est vrai qu'à court terme, il y a quand même un effet lié à la hausse des taux qui peut peser parce que, bon, pour la logique locative, ça va jouer, mais ça va prendre plus de temps pour qu'il y ait cette question de l'inflation. Mais à très court terme, les gens qui veulent acheter un appartement ou une maison aujourd'hui se retrouvent à payer des taux un peu plus élevés. Alors, il faut rester dans un monde, j'ai envie de dire, normal, hein. Quand vous avez des taux sur du 25 ans, vous êtes sur du 1,80, 2,20. Bon, vous êtes quand même sur des taux qui historiquement restent très faibles. Mais par rapport à ce qu'on a pu connaître à un moment donné, on était descendu à des niveaux pour les très bons dossiers inférieurs à 1. Il y a quand même un renchérissement du crédit qui va impacter d'une manière ou d'une autre l'immobilier. Et ça, c'est vraiment le phénomène que je pense qu'on commence à avoir aujourd'hui, sachant que les banques aussi demandent un niveau d'apport un peu plus élevé. Tous ces éléments-là devraient quand même permettre une stabilisation des prix. Maintenant, anticiper un crack, c'est parce ce qu'on perçoit, parce que l'immobilier reste quand même une classe d'actifs où il y a une bonne visibilité. Quand on parlera des marchés financiers, on sait que c'est beaucoup plus volatile. L'immobilier offre cette visibilité-là. Et donc, nous, on considère qu'à court terme, cette forme de stabilisation elle est logique, que dans un second temps, l'inflation pourrait être un argument, mais pour ça, il faudrait qu'elle dure. Et ça, c'est un autre point, c'est que l'inflation, on pourrait très bien avoir un phénomène de hausse pendant quelques mois ou quelques trimestres, mais une normalisation qui viendrait dans un second temps. Donc, il y a quand même cette logique-là à garder en tête, que l'inflation, il faut qu'elle dure pour que sur l'immobilier, c'est un vrai impact positif que le facteur qu'on citait tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais quand même revenir, avant de laisser la parole à Julien, sur cette histoire de hausse des taux. L'immobilier, c'est un marché de budget, c'est-à-dire que quand vous allez dans une agence immobilière ou quand un agent immobilier vous reçoit, la première des questions qu'il vous pose, c'est « Monsieur, quel est votre budget ?» Et là, ou madame, ou monsieur et madame. Et là, vous lui donnez un budget. Et le budget, comment vous le calculez? Vous le calculez, c'est assez simple. Vous regardez ce que vous avez de côté, et donc votre apport, et puis vous regardez ce que vous allez pouvoir emprunter avec une petite calculette inversée en disant, moi, je peux mettre 3 000 € de côté tous les mois. Donc, on fait un petit calcul inversé et on dit que dans ce cas-là, vous allez pouvoir emprunter 413 000 ou 414 000 et ça fait votre budget. Et en face de ça, il y a des biens et vous avez aussi des exigences sur les biens parce que, imaginons que vous avez 2 enfants et que vous voulez une chambre pour chacun, donc il vous faut 3 chambres à coucher ou ainsi de suite. Et après, vous allez regarder, vous avez une exigence sur la localisation et de toute façon, vous allez renoncer à un des éléments pour faire rentrer le prix du bien dans votre budget. Et là, le budget, il vient automatiquement de baisser pour tous les gens qui achètent de l'immobilier à crédit. Donc, je pense que les gens qui achètent de l'immobilier à crédit, ça doit être à peu près 90% de la clientèle. Et on a un petit peu de clientèle cash qui, elle, n'est pas impactée par ça. Et là, la remontée des taux a beaucoup joué. On a tous des anticipations, enfin je pense, vous le direz tout à l'heure, que les taux vont continuer à monter et donc ça va encore augmenter ça. Donc il va y avoir un effet de soutenabilité
Et donc, dans les endroits où j'ai envie de dire, entre guillemets, on achète l'immobilier avec l'argent qu'on gagne, bah, il va bien falloir à un moment que les prix se réagissent. Alors, la bizarrerie, c'est qu'à Paris, c'est peut-être un des endroits où on achète le moins l'immobilier avec l'argent qu'on gagne et le plus l'immobilier avec l'argent qu'on possède. Et on voit qu'ici, ici à Paris, ça a baissé, alors qu'en province, où on achète beaucoup plus l'immobilier avec l'argent qu'on gagne, et puisque les prix sont beaucoup plus en relation avec les salaires, l'immobilier, lui, a continué à monter. Donc, c'est des éléments divergents. Donc, en finance, on a souvent l'habitude d'avoir des éléments divergents, et c'est quand il y a à nouveau la convergence où on comprend le pourquoi de la divergence. Donc, ça, c'était un petit peu la réaction. Donc oui, moi je pense qu'il va plutôt y avoir une baisse et qu'à un moment, on va avoir une accélération de la baisse. Je ne crois pas au crack parce que par nature, je suis optimiste et je n'ai pas envie de croire au crack. Et puis, je pense qu'on n'en sait rien. Le crack, c'est un effet d'emballement. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'il y ait un effet d'emballement. Voilà, on va laisser Julien réagir sur ces points. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Je suis globalement, oui, en phase avec ce qui a été dit. Déjà, comme vous l'avez dit, Bernard, dans votre introduction, il n'existe pas un seul marché de l'immobilier. On sait bien que le marché de l'immobilier en France, vous ne pouvez pas comparer le marché de l'immobilier parisien avec le marché de la province ou le marché du luxe. C'est vrai que j'ai quelques contacts agents immobiliers en province ou à Paris qui me disent encore ce week-end que le téléphone il sonne quand même un petit peu moins depuis le premier trimestre. Après, la hausse des taux d'intérêt, on est quand même sur des taux d'intérêt qui sont encore très bas historiquement. Donc, je ne crois pas, comme vous, Bernard, à un crack. Après, plus largement, si on prend un petit peu de hauteur, je pense que le problème de l'immobilier en France et le problème du coût du logement, c'est pour moi quand même un problème majeur. Vous avez des revenus chez les personnes un peu plus modestes qui consacrent quand même plus de 40% de leurs ressources mensuelles pour se loger, que ce soit pour acquérir la résidence principale, le fameux rêve français, ou pour se loger. Et je pense qu'à terme, ça, socialement, ça peut être quelque chose qui peut être quand même, qui peut peser et qui peut être peut-être pas, je dirais pas socialement explosif, mais j'ai été un petit peu étonné que, par exemple, l'immobilier, parce que la seule solution, si vous voulez faire baisser les prix, en réalité, c'est d'augmenter les constructions. Je ne veux pas dire aussi simple, mais c'est un des leviers. Et j'ai été étonné que le coût de l'immobilier ait été complètement mis de côté dans les différents débats de la présidentielle qui s'est clôturée il y a une semaine, tout en sachant quand même qu'on est passé tout à deux doigts de la catastrophe. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'interpelle sur le plus ou moins long terme, à savoir qu'on sait que c'est très cher dans certains endroits, que vous avez des gens qui ont des jobs tout à fait corrects, qui ont des difficultés à se loger. On parle de Paris, mais c'est pareil dans les grandes villes de province. Moi, je connais très bien Strasbourg. Les loyers, le coût de l'acquisition, c'est très cher et ça a augmenté sur les 5 dernières années. Et ça, à terme, quand même, si vous combinez ça avec une augmentation des taux d'intérêt, voire même un ralentissement de l'activité économique, quand on sait comme c'est important pour le Français de posséder ou d'être bien logé, de devenir propriétaire à terme de sa résidence principale, je pense que ça peut être quand même socialement un peu délicat. D'où la solution, ça va être d'augmenter les constructions pour baisser le coût. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce qu'en pensent nos différents invités. Alors, j'ai juste une question avant de repasser la parole. La situation à Luxembourg, elle est comment? Donc, à Luxembourg-Ville, qui est une ville sous tension, on a une baisse, on n'a pas de baisse, on sent une baisse venir? Eh ben, vous avez tout à fait raison. À Luxembourgville, sur les 10 dernières années, il n'y avait absolument aucun souci. Les biens étaient vendus avant d'être publiés. Moi, j'ai des amis qui ont acheté sur plan, qui revendaient avant que l'appartement soit livré en VFA parce qu'ils avaient des propositions et ils faisaient des belles plus-values. Sauf que depuis quelques mois, on va dire une grosse année, on constate un certain tassement, peut-être pas une baisse très prégnante, mais un tassement de l'immobilier à Luxembourg, que ce soit pour l'acquisition ou que ce soit pour la location. Et effectivement, les prix de l'immobilier à Luxembourg, c'est quasiment l'équivalent des prix parisiens, sauf que vous connaissez, Bernard, vous connaissez bien Luxembourg. Quand vous êtes à Luxembourg, c'est quand même pas la même offre culturelle ou la même offre de loisirs qu'à Paris. Et puis, ça pose aussi des problèmes au-delà. Quand vous voulez vous installer dans un pays, vous voulez vous loger correctement, vous voulez éventuellement devenir propriétaire de votre résidence principale
pour préparer le patrimoine pour vos enfants. Là aussi, je parle de la place de Luxembourg. C'est un problème qui a été identifié et c'est un des problèmes qui peut se faire au niveau de l'attractivité de la place. Oui, vous avez les salaires, oui, vous avez la qualité de vie, mais si j'attire des jeunes actifs, dynamiques, intelligents, mais qui ont des difficultés à se loger ou qui font une croix sur devenir à terme leur résidence, propriétaire de leur résidence principale, ou alors qui sont prêts à faire 1h15 de trajet tous les matins en, métro, en train surchargé pour aller à Metz ou pour habiter en Belgique, ben, ils ne voudront pas venir à Luxembourg. Ils voudront pas venir. Alors, on va juste, je réagis. Alors, donc, la situation à Luxembourg, à Lisbonne, les prix continuent de monter. Ils avaient, à un moment, il y avait peut-être eu un petit infléchissement quand il y a eu la crise du Covid et qu'il y a eu énormément de meublés sur le marché qui venaient se battre avec la location. Mais là, maintenant que ça, c'est derrière nous et que le tourisme a repris à fond, les prix continuent de monter. Donc, Antonio, deux questions. D'abord, vous connaissez peut-être un peu mieux que nous le marché londonien. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché londonien? Est-ce que les prix stagnent? Est-ce que les prix montent? Est-ce que les prix baissent un petit peu? Et ensuite, une réaction sur comme quoi la solution serait d'augmenter les constructions et qu'en fin de compte, si on veut vraiment maîtriser le prix de l'immobilier, ce n'est pas sur les taux, mais c'est sur les constructions et le nombre de marchandises livrables par rapport aux besoins d'un pays. Alors, sur le marché londonien, ça stagne. C'est particulièrement frappant au vu de la très bonne tenue des marchés de province au Royaume-Uni. Donc, si on regarde la différence entre Londres et le Royaume-Uni dans son ensemble, c'est très frappant. Donc, Londres ne bouge pas depuis le Brexit. Alors que l'année dernière, l'indice global pour le UK des hausses de prix de l'immobilier était supérieur à 10%. Et on continue sur les dernières données mensuelles à avoir des fortes hausses. Donc, il y a une forte demande dans les provinces, en particulier pour les maisons. Et Londres, elle est toujours victime des sorties, des départs des Européens. Donc, ça a permis de rééquilibrer un peu l'écart qu'il y avait entre la capitale et le reste du pays. Ensuite, la solution, ça a toujours été effectivement la construction. Le problème, c'est est-ce que cette construction est économique ou pas? Vous connaissez comme moi les problèmes sur les prix des matières premières qui sont utilisées dans la construction, sur la rareté de la main-d'œuvre. Donc, la situation aux États-Unis, hein, elle est particulièrement frappante parce qu'on a des métriques de valorisation sur l'immobilier qui sont au plus haut. Donc, si on regarde l'immobilier par rapport au revenu moyen ou même l'immobilier par rapport au coût de construction, on est sur des multiples extrêmement élevés. Donc, les valorisations sont très chères. Mais en même temps, quand on regarde des facteurs structurels tels que le taux d'occupation, on a une offre qui est finalement insuffisante par rapport à la demande. Et ce qu'on constate avec la hausse très forte de taux qu'il y a eu aux États-Unis, hein, qui peut constituer une sorte de template pour l'Europe, on a les taux immobiliers à 30 ans qui sont passés de 3% à 5% en l'espace de quelques mois aux États-Unis. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement moins de demandes de mortgage, il y a moins de transactions, mais que les vendeurs, eux, voilà, ne sont pas pressés de vendre. Il y a une insuffisance de l'offre de toute manière, donc leur stratégie, c'est d'attendre et les loyers sont en forte hausse, donc ils ont les capacités d'attendre. Donc voilà, on est un peu dans cette situation où effectivement les acheteurs n'ont plus forcément les moyens d'acheter, mais les vendeurs ont les moyens d'attendre. C'est ce qui pourrait se passer en Europe aussi. Ouais, enfin, de toute façon, quand on est dans une situation comme ça, il y a un moment ou un autre, il y en a un des deux qui va craquer et ça va se réajuster ou vers le bas ou vers le haut. Mais c'est quand même intéressant de constater qu'à Londres, on a un peu le même, enfin, en Angleterre, au Royaume-Uni, on a un peu le même phénomène qu'en France, c'est-à-dire que les villes de province montent et Londres baisse, ou baisse ou stagne. Un peu comme le phénomène que j'ai décrit à Paris, c'est marrant, ce n'est pas pour les mêmes raisons du tout, mais on a un petit peu le même phénomène. Donc, je suppose que si les villes de province montent, c'est parce que ce sont des Anglais, enfin, en tout cas des résidents londoniens qui ont quitté Londres
suite au Brexit qui sont dit qu'il serait mieux en province et l'ombre. Il y a aussi le dynamisme économique général. Hein, la bonne tenue du marché de l'emploi, ça joue énormément, en particulier sur les propriétés qui sont plutôt autour de entre 200 et 400 000 pounds, donc disons dans le deuxième quartile de la valorisation. Le fait qu'on soit au plein emploi au Royaume-Uni, hein, ça joue sur la capacité d'achat, au-delà de la demande des Londoniens pour un style de vie un peu différent, plus les départs des Européens de Londres. Donc, il y a aussi dans l'immobilier un fort facteur cyclique, en particulier sur les résidences qui sont, disons, autour du prix moyen, pas le luxe qui est moins cyclique. Alors, une dernière question, Antonio, avant de donner la parole à Cyriac. Est-ce qu'avec le départ des Européens de Londres, vous avez senti une baisse des loyers à Londres ou pas du tout? Alors, il y en a eu une, mais qui, à partir de 2016-2017, pendant le Covid, les loyers ont chuté très brusquement parce qu'on a eu beaucoup de départs de gens qui sont allés en télétravail dans leur pays d'origine. Mais depuis la fin des restrictions, on a constaté une forte augmentation des loyers. Donc, ils sont revenus à leur niveau pré-pandémie ou légèrement au-dessus de leur niveau pré-pandémie. D'accord. OK. Alors, Cyriac, je vais vous laisser réagir, conclure un petit peu sur ce point de l'immobilier et après cette conclusion, vous enchaînez sur votre point marché, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, sur la conclusion sur l'immobilier, ça va être très rapide, hein. C'est qu'en effet, finalement, une partie en tout cas de la réponse, c'est du côté des taux qu'il va falloir chercher. On a aussi des éléments qui peuvent être externes, externes en tout cas, différents avec cette question de la construction, mais on retombe finalement sur le coût de la construction et donc sur la macroéconomie. Donc, il y a vraiment finalement un modèle global qui se pose et on voit bien que l'immobilier, c'est quand même un vrai indicateur aussi de la situation macroéconomique. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, sur l'immobilier, on peut s'attendre aujourd'hui à la forte hausse, c'est terminé. Et est-ce qu'on est en train d'initier le mouvement vraiment de baisse? Ça, c'est plutôt des éléments justement macroéconomiques qui vont nous aider à répondre dans les prochains mois. Sur la macroéconomie, j'ai coutume d'utiliser les zones géographiques pour faire mon analyse. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez qu'on se focalise plus sur un point ou deux. On va commencer par la première économie du monde, hein, les États-Unis, qui ont quand même connu un mois d'avril extrêmement compliqué au niveau des marchés actions, puisque sur le S&P 500, on est sur une baisse de quasiment 9% sur le mois d'avril. Hein, donc, c'est une baisse qui est extrêmement significative. Et on fait vraiment le grand 8 sur les actions américaines depuis le début de l'année avec des baisses janvier-février, fort rebond en mars et une correction qui a été extrêmement violente en avril, tirée principalement par le secteur des technologies. Hein. Donc, ces fameux Netflix, Apple, Amazon qui ont connu une période plus compliquée. Alors, ça s'explique à la fois par la hausse des taux, hein, comme ce sont des valeurs qu'on paye cher. Plus les taux montent, plus on est moins susceptible de les acheter. Et il faut avoir en tête que sur le 10 ans américain, on est passé de 1,50 en début d'année à quasiment 3 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des valeurs qui ont été challengées. Et puis, dès qu'il y a des mauvais résultats, et ça, c'est quand même important aussi à noter, c'est qu'aujourd'hui, les mauvais résultats sont vraiment susceptibles de faire baisser les marchés actions, et les marchés actions américains en particulier. On a vu Netflix qui a chuté de quasiment 30% du fait d'une perte de son nombre d'abonnés. Il y a eu vraiment des mouvements extrêmement violents. Donc, on sent les marchés qui sont quand même extrêmement sensibles à tous les sujets. Et si on s'éloigne un peu de cette configuration du mois d'avril qui aura été marquante, hein, vraiment par ce retournement après le rebond de mars qui pouvait faire espérer un retour à une performance plus proche de zéro depuis le début de l'année, ce qui explique cette baisse, il faut clairement voir aujourd'hui que c'est le mouvement sur les taux et cette incertitude du côté de la Fed. Hein. C'est plutôt cette certitude de hausse de taux qui va être extrêmement importante. Hein. On parle de 200, 250 points de base de hausse sur les prochains trimestres jusqu'à la fin d'année. Mercredi, la Fed devra annoncer 50 BP de hausse de taux. Et le sujet, en un mot, c'est ce chemin de crête qu'utilise la Fed, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle casse l'inflation, chiffre d'inflation qui est quand même extrêmement élevé puisqu'on était à 8,4 sur le dernier chiffre publié. Il va falloir qu'elle casse cette inflation en essayant de ménager au maximum la croissance. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même une vraie zone d'incertitude qui challenge les marchés actions, qui entraîne les taux à la hausse et qui fait que l'environnement aux États-Unis
n'est pas terrible au niveau des marchés financiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, du côté de la macroéconomie, même si on a eu un mauvais chiffre sur le Q1, bah, la macroéconomie, elle reste quand même loin d'être catastrophique. On va en reparler en Chine ou en Europe. La situation au niveau macroéconomique, c'est-à-dire en termes d'activité, elle est quand même bien meilleure aux États-Unis. Donc la Fed, finalement, va devoir essayer de gérer la baisse de l'inflation tout en maintenant une activité à un niveau correct. Sa chance, contrairement à d'autres zones, c'est que l'activité, elle est encore aujourd'hui aux États-Unis bien orientée. Donc voilà, au niveau des États-Unis, je dirais juste un dernier mot sur la Fed. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut voir, c'est les anticipations d'inflation qui sont dans les indexés inflation. Sur le 10 ans, on est aux alentours de 3% aujourd'hui, légèrement en dessous de 3%. Et c'est vraiment la crédibilité de la Fed, cet indicateur-là, qu'on va suivre. C'est-à-dire que si la Fed, finalement, maintient ce niveau-là et n'entraîne pas une explosion de cet indicateur d'inflation, globalement, la Fed, pour moi, elle est assez crédible dans ce qu'elle a annoncé. Par contre, si les anticipations d'inflation continuent à monter, à ce moment-là, elle va être obligée de monter encore plus les taux et on pourrait avoir un scénario beaucoup plus compliqué sur les marchés actions qui sont quand même, pour un élément positif, soutenus par la croissance des bénéfices sur le Q1 qui sont quand même encore de 10% sur un an glissant. Alors, juste, je vais vous poser une question. Les anticipations d'inflation, si c'est juste les matières premières qui montent, monter les taux, ça ne servira à rien. Il faut que ce soit une anticipation d'inflation qui est aussi liée à de la croissance, à de la consommation, à des choses comme ça. Mais une hausse des taux ne ralentit pas une hausse des matières premières. Alors, clairement, non. Cette anticipation d'inflation, elle intègre les deux éléments, c'est-à-dire la partie, on va dire, salaire et la partie énergie. C'est vraiment l'inflation, ce qu'on appelle le CPI, qui n'est pas le corps, qui est vraiment l'inflation globale. Et ça, c'est un élément très important et ça permet de réfléchir à ce que va faire la BCE parce que finalement, monter les taux pour casser une dynamique d'inflation liée aux matières premières, ça ne sert à rien et j'ai envie de dire c'est doublement récessionniste parce que vous avez une récession liée à la forte hausse des matières premières et puis vous amplifiez le mouvement en montant vos taux. Ça, c'est du côté de la BCE que le problème il se pose de cette manière-là. Du côté de la Fed et des États-Unis, le sujet n'est pas tout à fait le même parce qu'il y a des vraies hausses de salaire aux États-Unis. On est sur des hausses de salaire de l'ordre de 5% par an. Il n'y a vraiment plus quasiment un chômage qui est extrêmement faible. On voit des nouvelles allocations chômage qui sont extrêmement bas et il y a une sorte de surchauffe quand même de l'économie qui est partielle mais qui existe. Et donc, pour ce facteur-là, monter les taux, ça a du sens. Par contre, monter les taux pour faire baisser le prix du pétrole, ça n'a aucun sens. Le seul élément que vous allez faire, c'est que vous allez faire rentrer votre économie en récession et que dans un deuxième temps, on consommera moins de pétrole parce qu'on est en récession, mais l'impact, il est de second ordre. Ça, c'est plutôt du côté de la BCE. Du côté de la Fed, il y a quand même ce côté hausse des salaires qui est réel et la hausse des taux, elle a du sens à ce niveau-là. Alors, juste une autre question avant de vous laisser continuer votre progression géographique. Bon, maintenant, la hausse des matières premières et de l'énergie, elle a eu lieu il y a plusieurs mois déjà. Donc, beaucoup d'autres producteurs ont pu, s'ils l'ont souhaité, augmenter leur capacité de production. Je lisais un article dans les Échos qui disait que l'Allemagne s'était déjà beaucoup désengagée du pétrole et du gaz russe en trouvant de nouveaux fournisseurs et de nouvelles choses, et que donc le chemin était là. Est-ce que les capacités de production massives qu'ont les États-Unis avec leur pétrole bitumeux, les choses comme ça, et aussi des productions massives qu'ils ont avec le gaz, et d'ailleurs il y a d'autres pays aussi qui ont des capacités de production avec le gaz qui ne sont pas exploitées, est-ce qu'on voit redémarrer tout ça déjà parce que ça, ce serait vraiment un pendant à une hausse si jamais il y a des capacités de production nouvelles qui arrivent. Clairement. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui vraiment, quand vous regardez le nombre de puits sur le pétrole non conventionnel qui sont ouverts, ils sont en train de monter très fortement parce que finalement, ces puits-là, ils ont des break-even entre 60 et 70 $. Donc, un baril à 100, 110, 120, ça redevient rentable. Et là, c'est en train d'ouvrir assez massivement. Et donc, ce qui permet aux États-Unis d'augmenter la production de barils par jour. On était à 11 millions, on est en train de monter à 12 millions et puis progressivement, on va certainement aller à 12,5 millions,
qui sera à un niveau historiquement très élevé. Donc, il y a cette réponse-là du côté des États-Unis. Du côté du gaz, il y a la même réponse. Alors, c'est moins facile que d'ouvrir des puits pour le pétrole, mais ça se fait également. Mais le problème du gaz, il est un peu d'un second ordre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a liquéfié, il faut qu'on puisse l'emmener en bateau et le décharger dans les ports, enfin, dans des structures plutôt spécifiquement dédiées à cela. Et en Europe, on en a peu, voire pas du tout, par exemple en Allemagne. Il va falloir les construire. Et ça va prendre du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on réfléchit à l'Europe, la situation sur la Russie, elle est assez symptomatique. C'est-à-dire que le gaz, c'est la dernière chose qu'on coupera du côté qui vient de Russie, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative ou une alternative très faible. Et même si les États-Unis sont capables de produire plus, le problème, il viendrait plutôt de chez nous, d'être capable de le retransformer pour pouvoir l'utiliser dans nos circuits classiques d'utilisation du gaz. Est-ce qu'il y a des grands projets d'oléoduc avec d'autres pays producteurs qui pourraient à terme, bon, même s'il faut peut-être 7, 10 ou 15 ans pour construire, qui pourraient à terme couper l'Europe occidentale de la Russie? Encore que, après, on va demander vos avis là-dessus, mais moi, je n'y crois pas, parce que l'oléoduc, il a été construit. On a un oléoduc qui fonctionne très bien avec la Russie, et l'oléoduc, à mon avis, il fonctionnera après la mort de Poutine. C'est quelque chose c'est une infrastructure qui va durer très très longtemps, et on peut aujourd'hui avoir des problèmes avec la Russie. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la Russie, ils ne sont pas plus forts que les problèmes qu'on a eus avec l'Union soviétique. Donc voilà, ça veut dire que c'est qu'une question de cycle. Poutine, à un moment, ça s'arrêtera. Ce n'est pas sûr du tout que celui qui va prendre sa place soit pire que lui, et l'oléoduc qui restera toujours en capacité à. Donc, je reviens à ma première question. Est-ce qu'il y a d'autres oléoducs en fabrication qui pourraient remplacer et avoir du gaz normal et pas du gaz liquéfié, ou est-ce qu'il y a des projets qui pourraient se mettre en place? Alors, il y en a un qui devrait être ouvert dans les prochains mois, qui vient de Norvège en Pologne. Et donc, lui, il est vraiment, mais il était quasiment terminé. Ils ont accéléré. Il devrait être ouvert en octobre, ce qui permettra justement pour la période hivernale, qui est un vrai sujet sur le gaz, d'apporter une réponse à la fermeture du côté de la Russie. Ensuite, il y a des réflexions du côté, par exemple, de l'Algérie, où il y a vraiment des capacités qui peuvent être importantes. Et les pays comme l'Italie ou l'Espagne pourraient en profiter. Mais comme vous disiez, un Nord Stream 2, qui est vraiment l'oléoduc qui passe par la Russie et qui passe par le haut, j'ai envie de dire, qui évite l'Ukraine et qui allait en Allemagne, c'est plusieurs années, voire quasiment des dizaines d'années pour construire ça. Donc, même si aujourd'hui on a annoncé une construction, ça mettra beaucoup plus de temps. Le sujet fondamental, et je suis d'accord avec vous, c'est que la Russie, elle est blacklistée aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, les choses seront très différentes. Mais par contre, la vraie conclusion de tout ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir absolument des sources d'énergie qui viennent de différents pays et de différentes, excusez-moi, de différentes sources. Et quand on voit que l'Allemagne importe 50, 55%, 60% de son gaz qui vient uniquement de Russie, ça, c'est quelque chose qui ne devrait plus arriver dans le futur. D'accord. Allez, on vous laisse continuer. Merci. Alors, sur l'Europe, la situation, elle est compliquée au niveau de l'inflation aussi, puisque le dernier chiffre qui a été publié, c'est 7,5 d'inflation. Et c'est une inflation qui est principalement tirée par les matières premières, l'énergie, même si le côté des salaires, ça commence un peu à frétiller, mais c'est vraiment cette partie-là. Et la BCE, finalement, va se retrouver à monter les taux parce qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais fondamentalement, l'économie européenne est moins solide que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Il y a une inflation qui est forte et il va falloir monter les taux. Et donc, la BCE est en train de préparer le terrain à la fin du quantitative easing et puis la hausse des taux qui devrait arriver dans les prochains mois. Alors, on a anticipé au début décembre, en début d'année. Maintenant, on est passé à septembre, voire juin. Donc, voilà, il y aura une première hausse de taux qui sera durant certainement entre juin et septembre, et encore deux autres hausses de taux. Donc, on pourrait avoir des taux directeur positif du côté de la BCE. Et ça, c'est quand même un élément qui est challenging pour les actifs risqués. Hein. Et clairement, les actions ont été impactées. Alors, globalement, les actions ont été impactées par cet élément-là. Mais ce qui est frappant quand même en Europe, c'est que les actions, malgré la guerre en Ukraine, hein, puisqu'il faut le rappeler, aujourd'hui, en Europe, surperforment les actions américaines si on fait une photo à vendredi. Et donc ça, c'est quand même un vrai élément notable. C'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais dans le cours des marchés actions, c'est devenu un sujet comme un autre, j'ai envie de dire. Il n'y a plus finalement ce risque systémique qui était pricé à un moment donné à l'annonce de la guerre le 24 février. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et donc, in fine, du côté de l'Europe, on a des actions qui tiennent plutôt bien.
en relatif, excusez-moi. Et on a un autre élément qui est important, c'est les PMI qui sont publiés et la zone euro, on aurait pu craindre finalement un fort ralentissement. On ne le constate pas aujourd'hui. Et donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à noter. Donc la zone euro qui tient plutôt mieux que ce qu'on aurait pu craindre quand il y a eu l'annonce de la guerre. Et on terminera par la Chine dans mon circuit géographique. Mais du côté de la zone euro, voilà, les PMI, c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle et une économie qui tient aujourd'hui Alors, plutôt bien. avant d'aller sur la Chine et d'aller sur l'Asie, on va voir avec Antonio s'il a un petit peu des points à relever, des points de convergence ou des points de divergence avec vous sur ce qui a été dit par rapport aux États-Unis et à l'Europe. Antonio, on vous écoute. Alors, le constat général est le même. Il y a deux, disons, gros risques que suivent les marchés aujourd'hui. C'est d'un côté le risque matières premières et supply chain, donc on pourrait l'appeler le risque Poutine plus Xi Jinping, qui réduisent le pouvoir d'achat et affectent la confiance des consommateurs, des entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le risque d'une spirale inflationniste et d'une réponse corsée des banques centrales. Sur le premier point, je pense que c'est assez clair, que c'est difficile à prédire parce que ça dépend de facteurs politiques, militaires, de décisions individuelles, rationnelles ou non. Mais dans un scénario central, les agents économiques devraient réagir à des prix des matières premières importants en investissant dans des capacités extractives. Et donc, en l'absence, disons, de détérioration, comme dans un scénario coupure du gaz russe, les prix des matières premières devraient s'améliorer au fil du temps. Donc, ce qui a été très inflationniste jusqu'à maintenant devrait être déflationniste dans les mois ou les années qui viennent. Ça, c'est en scénario central. Le deuxième point, c'est sur la réaction des banques centrales. Donc, la BCE, toujours très prudente, que les taux passent de moins 0,5 à 0 ou à 0,5% en Europe, ça ne va pas jouer véritablement sur la croissance. L'effet sera très mesuré ou impossible à mesurer. Aux États-Unis, la Fed est un peu plus crédible. Donc, elle a bien corsé son discours. La question, c'est est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle va vraiment mettre la priorité sur l'inflation versus la croissance? Ça, c'est pas clair. On sait qu'ils ont intérêt à nous faire peur, à nous faire croire qu'ils vont faire des choses. Est-ce qu'ils vont les faire ensuite et jusqu'à quel point, ça, on ne sait pas. Donc c'est deux gros risques que les marchés vont suivre. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce focus sur les chiffres d'inflation tous les mois. Donc, un scénario positif, ce serait effectivement qu'on voit sur l'énergie l'effet de base qui commence à jouer, les prix qui se stabilisent. Et donc, la fin de l'inflation sur l'énergie et le début de la déflation sur l'énergie. Et sur les supply chains, il y a eu l'effet des restrictions Covid en Chine qui ajoute des difficultés. Mais une fois qu'on aura, disons, passé ça, ça devrait aussi s'améliorer. On constate d'ailleurs sur les tarifs de fret. Donc, il y a différents éléments un peu encourageants sur la baisse de l'inflation sur le marché énergie et biens qui pourraient être positifs pour le pouvoir d'achat et rassurer un peu les banques centrales. Donc, ça va vraiment être le focus des marchés sur les prochains mois. D'accord. Alors, une question à tous les deux. Bon, un des effets qu'on a eu aussi avec cette hausse des taux qui a déjà eu lieu aux États-Unis et qui est beaucoup plus hésitante en Europe, le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Donc, cette appréciation, elle a des effets positifs et des effets négatifs. Est-ce qu'on voit déjà les effets de cette appréciation sur notre balance commerciale? Un peu moins d'importation, un peu plus d'exportation parce qu'on gagne un peu de compétitivité? Ou est-ce que c'est trop tôt et qu'il faut un peu plus de temps pour voir ça? Cyriaque. C'est trop tôt. Là, aujourd'hui, moi, je ne vois pas de données qui permettraient de valider cet élément-là, même s'il va se matérialiser, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Antonio, vous voyez quelque chose? Alors, il faut voir exactement quel a été le rythme du dollar, mais ce qu'on a vu sur les chiffres du Q1 américain, ils sont quand même intéressants parce qu'on a eu
un chiffre qui indiquait une chute du PIB quarter on quarter de 1,4%. Mais d'un côté, on avait une hausse de la consommation des biens, des services et de l'investissement, donc disons des tendances fondamentales très positives. Mais de l'autre, on avait une forte augmentation des importations qui a pesé sur la balance commerciale des États-Unis. Donc, en fait, tout l'excès de demande sur le Q1, quelque part, il a été absorbé par les importations. Et donc, on a eu un chiffre négatif, mais bon, la balance commerciale des États-Unis est clairement en phase de détérioration. Sur le Q1 en Europe, on a eu des exports qui ont été positifs à la croissance pour le PIB, mais enfin, positifs quasiment nul, mais toujours en territoire positif à plus 0,1%, je crois. Donc, on a un peu cet écart et normalement, ça devrait se poursuivre. Un dollar élevé, il est négatif pour la balance commerciale américaine et positif pour la balance commerciale européenne. Ceci dit, bon, on est aujourd'hui dans un monde où en Europe, on importe de l'énergie beaucoup plus chère, donc l'euro faible, ça nous pénalise plus qu'avant, disons, au niveau des importations d'énergie. Ça va aussi booster les exports, mais les deux pourraient se compenser. Mais aujourd'hui, on va avoir un peu plus d'exports dans l'armement. Enfin, on voit que l'armement mondial et les dépenses d'armement mondial sont vraiment repartis à la hausse. C'est un phénomène qui devrait durer. La France en particulier, l'Europe en général, on est plutôt bien placé avec quelques champions sur ce secteur. Ça va gagner on va gagner en compétitivité par rapport aux Américains, non? Alors là, c'est peut-être un peu technique pour moi, mais j'imagine que logiquement, oui. Ensuite, je pense que sur le domaine militaire, hein, ça dépend des prix, mais aussi des différentes alliances de facteurs non économiques. Et donc, je réserve le droit de ne pas donner d'avis sur la question. Ok, alors on revient à Cyriac. Cyriac, vous concluez avec la Chine, l'Asie. Et après, ce sera Antonio qui enchaînera directement sur son fonds, sur sa société de gestion Axiom et tout particulièrement sur le fonds qui gère Axiom européennement. C'est à vous, Cyriac. Ok, merci. Je termine sur la Chine parce que c'est pour moi le point le plus important, parce que c'est le point dont on parle le moins, je trouve, sur les marchés et qui, pour moi, est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui, parce que finalement, l'inflation, l'Ukraine, c'est des éléments qui sont quand même bien anticipés, bien pris en compte par les investisseurs, il me semble. La Chine, ce qui se passe quand même depuis un mois et demi, c'est un pays qui est en grande partie fermé. On parle d'environ 400 millions de personnes qui sont confinées partiellement ou totalement, et en partie des grandes économies, enfin des grandes villes, dont Shanghai et Shenzhen dans une moindre mesure. Ces éléments-là, ils sont très importants parce qu'on voit que l'activité en Chine, elle chute très violemment. Encore ce matin, on avait des PMI qui sont sortis qui étaient extrêmement bas. Le PMI composite à 42,7, donc largement en dessous de 50, 50 étant la zone d'expansion. On a aussi finalement une dynamique qui rappelle, et il faut le noter, hein, janvier-février 2020, hein, en 42,7, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais en Chine. Et donc, il y a vraiment eu un arrêt complet de l'économie, ou en tout cas une grande partie de l'économie chinoise, qui entraînera certainement des chiffres économiques très mauvais qui vont être publiés au fur et à mesure. Et la question, elle est de deux ordres. C'est comment va fonctionner l'économie chinoise dans les prochains trimestres, parce que finalement, la politique zéro Covid qui était menée en Chine marchait très bien avec le variant Delta ou les autres variants. Avec Omicron, on voit que ça fonctionne beaucoup plus difficilement parce que le niveau de contagiosité est beaucoup plus important, que l'efficacité des vaccins est moins importante en Chine puisqu'ils sont vaccinés avec le vaccin chinois et que l'ARN messager n'est pas encore utilisé dans ce pays. Et donc, finalement, cet entêtement sur une politique zéro Covid, est-ce qu'ils vont réussir leur pari ou pas? Alors, à Shanghai, ça semble légèrement s'améliorer, mais in fine, le coût économique, il est quand même astronomique. Et donc, du côté de l'économie chinoise, il y a un vrai sujet, d'autant plus qu'on nous annonce toujours une perspective de croissance de 5,5 sur 2022. Et donc, il y a un peu une vraie problématique de ligne de crête, hein, comme la Fed, mais pour un autre sujet, du côté des autorités chinoises. Comment on fait pour faire 5,5 de croissance quand d'un autre côté, on ferme une grande partie de son économie pendant plusieurs semaines? Et ça, je pense que c'est non négligeable et que le ralentissement chinois, ça pourrait être, aujourd'hui, c'est la très mauvaise nouvelle et que ça pourrait être une bonne nouvelle si on avait un news flow plus positif sur ce qui se passe.
Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui se passe en Chine impacte le reste du monde et que l'inflation importée qui est arrivée aux États-Unis ou en Europe parce que la Chine ne produisait pas durant la période 2020 qui s'est normalisée, là, elle se remet en place et cette inflation-là, elle est vraiment problématique parce qu'elle aurait dû devenir positive, c'est-à-dire être déflationniste au cours de 2022. Elle ne l'est pas aujourd'hui ou pas assez parce que la Chine a fermé une partie de ses usines. Et donc ça, c'est vraiment important, je pense, sur le cas chinois. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la mauvaise nouvelle du mois d'avril et de fin mars. Ça veut dire que ça peut être une source d'opportunité, il va falloir suivre ça dans le détail, mais que si les choses restaient comme elles sont aujourd'hui, ça pourrait vraiment être un élément négatif pour l'économie, et j'ai envie de dire bien plus négatif que ce qui se passe en Ukraine, parce que l'économie chinoise, c'est quand même une autre histoire en termes de taille que ce qu'on peut voir en Russie ou en Ukraine, de manière complètement économique, hein, j'entends, bien sûr, mais il y a vraiment un point important à suivre sur la Chine, donc j'ai envie de dire méfiance, mais peut-être une opportunité dans quelques semaines si les informations redeviennent un peu plus positives sur l'économie chinoise. Alors, juste en une seconde, avant qu'Antonio démarre sa partie, j'ai lu dans un article des Échos comme quoi les Chinois avaient demandé à leur banque de faire des stress tests ou de se préparer à d'éventuelles sanctions et de voir comment ça pourrait agir et de réfléchir à un autre système financier ou monétaire qui pourrait contourner les sanctions. Ça vous parle, ça vous dit quelque chose ou Oui, clairement, les Chinois sont des maîtres dans l'art d'anticiper et clairement, ils savent qu'il y a un scénario qui fait que le soutien à la Russie, il y a un soutien à la Russie qui fait que les Américains et les Européens et les Occidentaux réagissent et ferment une partie de l'accès de la Chine à certains éléments économiques. On pense à SWIFT, mais à d'autres points. Maintenant, pour moi, c'est vraiment un scénario alternatif. Les Chinois, de un, ne sont pas du tout dans la même philosophie que les Russes, dans la manière dont ils perçoivent et ils agissent. Économiquement, il y a une rationalité qui est quand même beaucoup plus forte du côté des Chinois. Et de deux, au vu de ce qui se passe sur le Covid, je ne pense pas du tout que ça serait le bon timing pour les Chinois de s'engager sur cette piste-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que les Chinois, ils mènent une politique qui est assez pragmatique comme toujours et qui consiste à ne pas finalement enfoncer les Russes, mais à absolument pas donner l'opportunité aux Occidentaux de les attaquer ou d'augmenter les sanctions ou de lancer des sanctions sur la Chine. Donc, je pense que c'est plus dans une cadre de réflexion et toujours de scénario alternatif, mais ça ne me semble pas probable aujourd'hui au vu de la situation économique chinoise et même du positionnement fondamentalement de la Chine vis-à-vis des autres pays occidentaux. Alors, j'ai juste une Pour réflexion. réagir à ce que dit Ouais, allez-y. Cyriac, si je me permets, effectivement, les États-Unis ont un peu surpris tout le monde en bloquant les actifs de la Banque centrale russe. Donc ça, c'était une décision qui avait été prise seulement contre l'Iran avant et qui est révolutionnaire hein, dans les systèmes monétaires. Mais le faire sur la Chine, ce serait complètement tourner la page hein, de ce système monétaire, puisque c'est elle qui représente, qui est le premier pays en termes de détention d'actifs américains. Donc, c'est une relation symbiotique, hein, celle de la Chine et des États-Unis, et attaquer la Chine sur leurs avoirs en dollars américains, ce serait tourner la page du monde tel qu'on le connaît actuellement. Donc, c'est quelque chose c'est un scénario très, très alternatif, de très faible probabilité. Mais les Chinois ont raison de s'y préparer. Alors, je ne voulais pas réagir, mais là, je vais quand même réagir sur ce que vous avez dit et après, je vous donne la parole pour Axiom. Ce qui me fait peur, moi, là-dedans, c'est que s'il y avait ce scénario ou si on s'approchait de ce scénario, ce serait une vraie rupture et le monde se séparerait à nouveau entre deux blocs, mais de manière très claire, qui serait cette fois-ci un bloc occidental et un bloc non occidental, en faisant sombrer le bloc non occidental dans un bloc anti-occidental dès sa création. Je ne veux pas qu'on développe là-dessus parce qu'autrement, on va complètement dépasser le temps. Ça sera peut-être une nouvelle émission où on pourra en parler, où on pourra voir. Merci beaucoup, Cyriac, pour ce partage de connaissances. Cette manière d'avancer pas à pas et géographiquement, elle est toujours extrêmement intéressante. On y trouve ses marques et on peut réagir. Et c'est souvent les réactions qui entraînent les enchaînements. Donc, bravo, à très vite, j'espère. Revenez quand vous voulez. On ne va pas souhaiter à David de partir en vacances, mais vous êtes le bienvenu, même en duo avec lui.
Et c'est maintenant au tour d'Antonio Roman Merci. d'Axiom. Alors Antonio, c'est à vous, on vous laisse démarrer, présenter Axiom et ensuite on passe sur votre. Axiom est une société de gestion française qui est spécialisée sur les valeurs financières, donc banque et assurance. On a à peu près 10 ans de track record sur cette classe d'actifs. On fait autour de 2,5 milliards d'euros d'actifs. Et le gros, c'est sur la dette bancaire et la dette d'assurance, en particulier la dette subordonnée. Donc, on a une gamme de fonds crédits qui va du plus risqué au moins risqué, avec une offre de rendement entre 10% et 1 et 2%. Donc, on couvre vraiment l'ensemble de la capital structure des banques et des assureurs. Et à côté de ça, on a un fonds d'actions bancaires européennes dont je suis gérant. Et on a développé des nouvelles stratégies alternatives. Donc, on a lancé un fonds de crédit long-short sur le corporate. On a lancé une stratégie sur les taux courts. Donc, on se développe quelque part en se diversifiant hors de notre cœur, qui est les valeurs financières. Alors, je pense que vous attendez à ce que je dise 2 mots éventuellement sur le secteur, sur les banques. Même un peu plus que 2 mots. Oui, plus que 2 mots, je vais essayer. Donc, c'est un secteur, là on va faire l'histoire sur les 10-15 dernières années très rapidement, qui s'est profondément transformé depuis la crise financière. Donc, les régulateurs sont intervenus et ont demandé une baisse significative du risque et une augmentation significative des ratios de capitalisation. Donc, les banques ont 3 fois moins de levier qu'elles en avaient. Elles sont 3 fois mieux capitalisées. Le taux de prêt non performant est extrêmement faible aujourd'hui. Donc, on était au-dessus de 10% lors de la crise de la zone euro en 2011-2012. Là, on est passé pour la première fois de l'histoire des banques sous les 2% de taux de prêt non performant en Europe. Donc, on a des bilans qui sont beaucoup plus sains et moins risqués qu'ils ne l'étaient par le passé. Ça a été permis par l'action des régulateurs et par le développement d'un secteur financier non bancaire, donc tout ce qui est shadow banking. On a de plus en plus de fonds qui font du crédit privé. On a des entreprises fintech qui font du crédit, mais sans l'appeler du crédit, donc des paiements différés. On a des plateformes de peer-to-peer. Donc, en gros, le crédit, c'est quelque part déplacer des banques vers le reste du système financier, et les banques ont conservé ce qui était de meilleure qualité, ce qui était un peu plus propre. Donc ça s'est aussi accompagné par une dégradation de la profitabilité au fil du temps, parce que forcément, si vous avez des actifs moins risqués, vous faites un rendement plus faible. Si vous avez 3 fois moins de levier, vous jouez beaucoup moins sur l'effet du levier. Donc, les résultats et les rendements des banques ont beaucoup diminué au fil du temps. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que avant le Covid, c'était vu un peu comme le secteur qui n'avait pas d'avenir, pas de croissance, qui était menacé par les taux toujours plus bas, donc des marges toujours plus basses. Il y a eu le Covid, donc là, ce scénario s'est renforcé temporairement. Donc, les taux sont tombés encore plus en territoire négatif. Les marchés voyaient des taux de défaut très élevés. Donc, les banques ont touché leur plus bas historique sur cette période. Et puis, fin 2020, on a eu une période d'expansion. Donc, les marchés se sont dit, finalement, avec les vaccins, on aura un peu moins de taux de défaut. Finalement, l'emploi va probablement s'améliorer, on aura une croissance de la demande de crédit. Donc, les banques ont surfé sur cette vague, disons, d'un retour à une phase du cycle plus positive. Et les taux, eux, sont restés très bas pendant un moment. Et fin 2020, fin 2021, on commence à voir un vrai mouvement sur les taux, donc un engouement sur les banques en disant les marges commerciales vont commencer à s'améliorer. Donc, tout était parfait. Début d'année, tout était parfait pour les banques. On avait des taux en hausse, un emploi en baisse et des perspectives économiques extrêmement rassurantes.
Donc là, on a un phénomène très particulier qu'on n'a jamais vu en fait depuis les années 70. C'est une décorrélation entre la performance boursière des banques européennes et les taux. Donc on a des taux en zone euro qui ont dépassé leur plus haut des dernières années pour arriver à leur niveau de 2012-2013. Sur le 10 ans allemand, était à 0,9%. Il était à moins 0,5% il n'y a pas longtemps. Donc, à ces valorisations, les banques, elles étaient à ces niveaux de taux, les banques, en fait, on se serait dit que leur valorisation, ça devrait être 2 fois leur valorisation actuelle sur le marché. Si on regarde historiquement, quand les taux étaient à ce niveau, où étaient les banques, les banques, elles étaient 100% plus élevées qu'elles ne sont aujourd'hui. Malgré ça, les banques ont baissé year-to-date. Pourquoi ? Parce que la forte augmentation des hausses des taux, elle était pas liée, disons, à un enthousiasme économique débordant des marchés, mais à des perspectives négatives sur l'inflation. Perspectives négatives sur l'inflation qui se combinent à des perspectives très négatives sur la croissance. Donc, on a sur le crédit des spreads qui se sont fortement détériorés. Donc, ça veut dire que les marchés s'attendent à ce qu'il y ait des défauts. On a des défauts, ça veut dire des faillites, c'est ça? Des faillites, pas des banques, on n'en est pas à ce niveau, mais des faillites des clients des banques qui entraîneraient des pertes pour les banques. D'accord. Donc, c'est là où on en est. Et c'est un peu aussi, disons, c'est une vue assez négative des marchés sur le cycle, qui est un peu en contre, qui est un peu déphasé, disons, par les résultats fondamentaux qu'on a vus. Au Q1, notamment, on a les revenus des banques qui ont surpris en moyenne de 5% et les résultats de 20%. Donc ça, c'est un niveau de surprise qui est extrêmement élevé, qui est très rare pour le secteur bancaire. Et donc, c'est une saison Q1 qui, pour l'instant, est excellente sous tout point de vue. Donc, les marges d'intérêt ont augmenté. Les encours de crédit ont connu une croissance très, très honorable, à plus 5% sur un an. On ne voit aucun signe, d'après les banques, d'augmentation des défauts. Au contraire, on a les prêts non performants qui continuent à baisser et on a un taux de défaut qui reste au plus bas historique. Donc, on est 2 fois plus bas que normalement la moyenne d'un cycle, encore aujourd'hui sur le Q1 de cette année. Donc, les résultats des banques nous disent, sur l'économie, tout va bien. Mais les marchés nous disent, non, sur l'économie, les perspectives sont assez sombres. Donc, c'est une période qui est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup d'éléments contradictoires. D'un côté, on sait que les bilans des entreprises et des consommateurs sont extrêmement sains. Ça veut dire que les consommateurs et les entreprises ont beaucoup de cash. Elles ont un ratio d'endettement très faible, que ce soit en dette sur EBITDA ou en dette sur revenus, sur salaire pour les consommateurs. On sait que ces métriques sont excellentes. Mais en même temps, on commence à voir une baisse du pouvoir d'achat pour les ménages les moins aisés, notamment pour les pires 20%, ceux qui sont dans le quantile de richesse des 20%, ils ont une détérioration du pouvoir d'achat. Et on a les taux qui montent et qui pourraient éventuellement augmenter les coûts de financement et rendre la situation plus compliquée pour les entreprises. Mais si les taux montent de 1% et qu'on a une inflation à 5%, finalement, c'est tout bénef pour les emprunteurs parce que leurs marges, leurs revenus et leurs marges augmentent beaucoup plus vite que le nominal de leur dette et au final, leur ratio d'endettement baisse. Donc, c'est un peu ce qu'on a comme situation quand les taux réels immédiats sont très négatifs comme ils le sont aujourd'hui. Donc, au final, on se retrouve avec des valorisations en termes de price and earnings pour les banques qui sont proches des plus bas historiques. Donc, on est à 6,5 fois les résultats de 2023 et on a 5,9 fois les résultats de 2024 en termes de niveau où traitent les banques. En dividendes, on a du 7-8% auquel il faut ajouter 3% de buyback. Donc, on est à plus de 10% de rendement en dividendes. Alors, ça je vous arrête correspond... sur les dividendes.
Et Ouais. elle en est où la politique des banques sur les dividendes? Donc, pendant la pandémie, ils ont stoppé, enfin là je parle plutôt des banques françaises, mais après vous allez me dire sur l'ensemble des banques européennes, ils ont stoppé ou fortement ralenti la distribution de dividendes. Là, la distribution de dividendes, elle a repris de plus belle ou elle reprend timidement ou elle n'a pas encore repris? Non, elle a déjà repris de plus belle en fait, parce que les restrictions ont été levées début 2021, fin 2020, début 2021. Et il y a eu un effet, disons, de compensation des dividendes qui n'avaient pas été payés pendant la pandémie. Donc, en termes de volume absolu de dividendes qui ont été payés, on a dépassé des records historiques sur l'année qui s'est écoulée. Et le marché, les analystes prévoient que ces niveaux historiques continuent à être dépassés cette année et l'année prochaine. Par exemple, sur une banque comme la BNP, les dividendes ont repris. Une banque comme la BNP qui cote à peu près 50 euros, vous avez en tête le montant des dividendes qu'elle verse? Alors, BNP, je n'ai pas en tête exactement le chiffre, mais en termes de yield, ça doit tourner autour de 7%, juste sur les dividendes. Et c'est plutôt quelque chose de haut ou dans la moyenne des autres grandes banques européennes? C'est dans la moyenne. BNP a tendance à être dans la moyenne. Mais en tout cas, historiquement, le rendement sur dividende, le rendement de dividende des banques, c'est 4%. Donc là, on est au double de la normale. C'est parce que les banques ont suffisamment de capital pour verser des dividendes. Et en même temps, on est sur des niveaux de valorisation très faibles. Donc, en termes de rendement de dividendes, c'est pour ça qu'on a des niveaux qui sont très élevés, qui sont encore plus élevés que le secteur automobile qui, comme on sait, a des perspectives qui peuvent être débattues. Mais voilà, on est le secteur deep value en Europe. Aujourd'hui, ça reste banque assurance. D'accord. Alors, moi, il y a toujours quelque chose qui m'étonne sur la banque. Bon, vous gérez un fonds sur les banques, donc il y a de la conviction, vous êtes plutôt favorable aux banques. On a reçu d'autres gérants qui étaient favorables aux banques, mais je vais encore une fois reprendre l'exemple de la BNP. La BNP, en 2007, elle valait à peu près 100 euros. Ça devait être à peu près son cours le plus haut. Aujourd'hui, elle en vaut à peu près 50. Et il y a 3-4 mois, avant que commencent toutes ces histoires d'inflation, d'Ukraine et de choses comme ça, elle devait en valoir 65 ou 66, où là, on avait l'impression que vraiment tous les gens favorables à la banque qui sont venus nous voir avaient raison et que ça allait repartir. Eh bien non, j'ai encore envie de dire faux départ ou encore une fois rendez-vous manqué avec cette croissance et avec ce redémarrage. Donc, visiblement, vous pensez toujours que ça va repartir, que les banques ne sont pas à leur juste prix et que donc c'est toujours intéressant d'en acheter, c'est ça? Effectivement, faux démarrage et la raison est simple. Elle s'appelle Monsieur Poutine c'était un facteur que je n'avais pas pris en compte dans mes prédictions. Donc ça, je l'admets complètement. Donc, voilà, la thèse, en fait, elle reste valide sur les fondamentaux. Peut-être qu'on les a observés aujourd'hui, tout ce que je vous ai décrit, à savoir croissance de crédit forte, taux de défaut au plus bas, marge en expansion grâce au taux. Ça se passe dans les résultats. D'accord. En revanche, le marché n'achète pas cette histoire. Elle n'achète plus cette histoire. Parce que, comme je vous disais, il s'attend à ce qu'il y ait une forte dégradation de l'activité ou qu'il y ait un risque très fort de dégradation de l'activité. Et ça, on en revient à notre discussion macroéconomique du début, à savoir que effectivement, les tensions sur le marché de l'énergie et sur les supply chains affectent le pouvoir d'achat de certaines personnes et que ça pourrait se dégrader. Si demain, Poutine coupe le gaz, effectivement, là, les banques, elles auront des défis. On aura probablement des questions sur la qualité des actifs. Parce que les gouvernements seront probablement moins en mesure, comme ils l'ont fait pendant le Covid, d'amortir le choc au vu de l'inflation qu'on a sur l'économie. Donc, il y a ce risque-là. Ensuite, que les banques centrales, via les hausses des taux, cassent l'économie, ça, je suis beaucoup moins convaincu que certains acteurs de ça. Tout simplement, d'abord, par l'amplitude des hausses de taux qu'on propose. On est sur des niveaux qui sont raisonnablement faibles, en particulier sur les taux réels. On est toujours négatif ou nul aux États-Unis et très négatif en Europe.
Donc ça, ce n'est pas des niveaux qui normalement cassent la croissance. Ce que ça fait, c'est que ça la normalise. Mais voilà, encore sur les derniers mois, on a une demande de crédit qui est très, très, très forte, en particulier de la part des entreprises. On a une croissance des dépôts, donc la liquidité est toujours là. Donc, ça va dépendre. Disons, les banques aujourd'hui, elles sont un peu entre deux. Ça peut exploser à la hausse si on a une résolution de la situation sur l'Ukraine et les supply chains. Ça peut très bien faire plus 50% sur un événement comme celui-là. En termes de prix sur bénéfice, comme je vous disais, on est à 6, alors qu'en moyenne, au cours du cycle, on est à 9 et qu'au top des cycles, on est à 12. Donc, les seules fois dans l'histoire où les ratios price and earnings étaient plus faibles pour les banques sur les 15 dernières années, c'était crise de la zone euro, donc des sorties de la Grèce de la zone euro, qui était dans les années 2011, et puis le Covid, première partie de 2020. Donc, on n'est pas sur des valorisations très exigeantes. Et il y a un scénario à la baisse qui est celui coupure du gaz où effectivement les supply chains en Chine continuent leur détérioration. Ça, c'est un scénario à la baisse qui existe, mais il y a beaucoup de scénarios à la hausse, notamment le scénario où il ne se passe rien d'un point de vue géopolitique et où la situation en Chine se stabilise. Ça peut amener un lent retour vers des niveaux qui sont plus en ligne avec les moyennes historiques, des sentiments plus neutres. Okay. Là, on est sur un sentiment j'ai une autre question à vous poser. On va revenir un petit peu sur les fonds de dette bancaire que vous avez. Donc, la question elle est un peu plus technique, donc on va y aller doucement et pas utiliser de mots trop savants pour que tout le monde puisse nous suivre. Donc, avant la crise bancaire, la grande crise bancaire de 2008, bon, la dette bancaire, elle existait déjà. Hein, il y avait déjà des subordonnés, des privilégiés, des choses comme ça. Donc qui étaient émis par des banques ou des compagnies d'assurance qui étaient très, très friandes de ces produits. Et d'ailleurs, beaucoup d'acheteurs en face aussi étaient très friands puisqu'ils avaient des taux qui étaient plutôt sympathiques et qui semblaient être garantis. Quand la crise s'est déclenchée, ces produits-là se sont effondrés. Donc, des produits qui cotaient 100, on a vu les cotations tomber à 30, 40, 45. Bon, ça, c'était l'effet crise, c'est ce qui s'est passé tout de suite. Aujourd'hui, 15 ans après, les gens qui avaient acheté ces produits, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Les produits ont remonté et ils les ont bien vendus. Les produits ont continué à verser des intérêts et ils s'en sont pas si mal sortis que ça. Ou il y a eu vraiment de la grosse casse dans ces lignes qui existaient avant la crise? Vous parlez des dettes subordonnées des banques ou... C'est ça, c'est exactement ça. Sur la dette, comme vous le savez, sur les banques, finalement, il n'y a pas eu de défaut notable en Europe et que la qualité, disons, du crédit des banques n'a cessé de s'améliorer au mesure que les régulateurs sont intervenus et que la reconstruction s'est opérée. Les primes se sont énormément comprimées, donc on n'a plus de produits qui traitent à 50, à la moitié du pair sur les banques, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a une gamme qui est assez bien identifiée sur les dettes subordonnées. Donc, on a celles qui sont plus risquées, qu'on appelle les AT1 ou les COCO. Et aujourd'hui, elles offrent un rendement qui est autour de 6%. Le risque sur ce produit, c'est que les coupons soient sautés. Parce que si certains ratios en capital ne sont pas vérifiés, les banques ne peuvent pas verser de coupons. Donc, ça, c'est un événement qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qui est très, très peu probable parce que les ratios de capitalisation des banques sont très au-dessus des minimums réglementaires aujourd'hui. Donc là, on a du 6% sur de l'obligataire subordonné. Ensuite, on a les produits un peu moins risqués qui sont le tier 2 et la dette senior. Là, il y a une maturité bien identifiée, donc c'est des produits à 5, 10, 15 ans. Et les coupons sont obligatoires. Donc, les banques, à moins d'être en défaut, doivent payer des coupons. Et là, on est plus sur des rendements de 3-4%. Donc, oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'opportunités distressed sur le secteur bancaire européen. C'est un secteur où il y
n'y avait pas eu de défaut depuis très longtemps, comme sur les assureurs. Disons que ça price un peu un scénario. Il n'y a pas de scénario de défaut qui est vraiment pricé, quoi. Mais il y a des rendements qui sont très intéressants au vu du risque. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce partage de connaissances. Bon, le sujet, il est un peu technique, il est un peu dense. Donc, j'espère que les auditeurs ont réussi à bien vous suivre. Autrement, il y aura les podcasts où vous pourrez réécouter et voir tout ça. Merci beaucoup pour cette première. Vous nous avez ravis et on vous dit à une prochaine fois, à très bientôt, quand on retrouvera les manques, peut-être quand la BNP refera à 65, on vous réinvitera et on refera un pas. Avec un verre de champagne cette fois-ci. Ouais, même avec la bouteille. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Victor Marquèche du cabinet Cecaz. Alors, bonsoir Bernard. Bonsoir Victor. Victor va nous parler de l'or physique. Et en fin de compte, il a travaillé le sujet, il va un peu décrypter pour nous. Est-ce que c'est intéressant d'en avoir? Comment on peut l'acheter? Comment on peut le vendre? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Combien on paye d'impôts? Alors, on va voir tout ça, mais on vous écoute, Victor. Alors, la première question qui serait bien de se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée de posséder de l'or? Et c'est une question assez difficile à répondre si directement en une phrase. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va voir aujourd'hui les raisons qui peuvent pousser les gens à acheter de l'or. Alors, il faut savoir que je vais uniquement parler d'or physique, même s'il existe des ETF qui suivent la cote de l'or, thème qui pourra éventuellement faire le sujet d'une prochaine émission. Alors, dans l'or physique, on a plusieurs types de produits. Concrètement, soit on a de l'or en lingots ou en lingotant, et dans ce cas-là, le prix il sera basé sur le poids de l'or. On peut également avoir de l'or en pièces. Dans ce cas-là, les pièces elles peuvent avoir un prix supérieur à leur seule valeur en or, du fait de la rareté et du niveau de demande de la pièce. Et la différence entre le prix de la pièce au poids de l'or qu'elle contient et le prix négocié de celle-ci sur le marché, alors ça se nomme la prime. Alors, pourquoi pourrait-on acheter de l'or? Tout premièrement, l'or il a une valeur intrinsèque qui en fait une valeur refuge. Contrairement au marché des devises, l'or est la seule valeur monétaire internationale qui n'est pas soumise à un contrôle d'un gouvernement. Sa valeur est donc beaucoup moins dépendante des décisions politiques et économiques des gouvernements que ne le sont les devises. Au-delà de son utilisation comme valeur refuge, l'or est également une matière première qui est irremplaçable et qui est utilisée dans la joaillerie et dans l'industrie. Et dans un dernier point, l'or a une œuvre qui est limitée, il n'est pas infini. Alors, tout l'or du monde extrait à ce jour représente aux alentours de 153 000 tonnes et il ne resterait que 60 000 tonnes d'or à extraire dans le monde. Si on voit ce chiffre, il veut dire à peu près qu'il reste moins de 25 ans de réserve à extraire au rythme de la consommation annuelle moyenne de la joaillerie et de l'industrie. Alors, en ce qui concerne comment les acheteurs peuvent acheter de l'or, il est possible de se procurer de l'or directement auprès de sa banque en faisant la demande. La plupart des établissements bancaires traditionnels délivrent de l'or physique. Il est également possible, et je dirais même préférable, de se tourner vers des bijoutiers ou des comptoirs physiques d'achat d'or ou voir des sites Internet. Garde dans ce dernier cas, parce que sur Internet, il y a pas mal d'arnaques, je dirais. Alors, pour vous reprendre et essayer de simplifier, donc, pour acheter en fin de compte de l'or, donc si je veux acheter des lingots, des lingotins ou des pièces, donc dans les pièces, on va différencier la catégorie. Il y a des pièces de collection qui sont un peu rares et il y a des pièces qui se vendent au prix de l'or. Donc, je passe par un intermédiaire. Donc, mon intermédiaire, ça peut être ma banque ou alors une officine spécialisée dans les transactions en or. Bon, à Paris, elles sont souvent autour de la rue de Vivienne, où c'est leur métier. Donc, on y va et on dit « Bonjour, je voudrais acheter de l'or ». C'est comme ça que ça se passe? Absolument. Allez-y. On y va et on explique qu'on veut acheter X quantité d'or et après, ils nous vendent de l'or. OK. Donc, maintenant, avec les restrictions, donc, je pense qu'on n'a plus le droit de payer l'or en espèces comme ce fut le cas à une époque, ou alors ça doit être anecdotique. On peut encore payer de l'or en espèces? Alors, en effet, on peut encore payer de l'or en espèces, mais c'est assez limité. Ça se limite à 1 000 €. À partir de cette somme,
il faut soit payer en virement bancaire, soit par chèque. D'accord. Donc, une fois qu'on achète l'or, on peut le conserver chez soi à la maison. Bon, il faut peut-être être un peu prudent ou le conserver dans un coffre. Il y a peut-être aussi des sociétés spécialisées qui le conservent pour vous? Absolument. Alors, c'était ça mon point. Alors, il y a plusieurs manières de le conserver et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Mais tout premièrement, de la quantité d'or achetée et deuxièmement, de pourquoi il a été acheté. Parce qu'il peut être acheté en titre de valeur refuge en cas de guerre, par exemple. L'or peut avoir une valeur sentimentale ou peut même être un investissement sur le long terme. On peut, par exemple, considérer trois classes d'investisseurs. Des petits investisseurs qui ont moins de 30 000 euros en or, des moyens qui ont entre 30 000 euros et 1 million d'euros, et des grands investisseurs là, qui ont plus de 1 million d'euros. Alors, si je prends l'exemple des petits investisseurs, il serait par exemple judicieux de les conserver chez eux en essayant de mettre un maximum d'obstacles entre l'or et des voleurs potentiels et de faire attention à des accidents qui pourraient se passer comme des incendies. Mais il est par exemple possible de le stocker dans un coffre privé ou de l'enterrer. En ce qui concerne les grands investisseurs, à savoir les moyens et encore les plus grands, mais là, ils peuvent le stocker dans plusieurs endroits. Une partie chez soi, par exemple, de l'or qui serait à titre de valeur refuge, et une autre partie, comme vous avez dit, par exemple, dans un coffre à la banque. Alors, la majorité des banques, contre une certaine somme d'argent, peuvent garder l'or en sécurité. En revanche, la banque, elle n'assure pas le contenu du coffre, à moins de souscrire une assurance séparée qui, en général, sera même plus onéreuse que le prix de la location du coffre. De plus, en cas de faillite, la personne, elle aura plus accès au coffre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, une fois qu'on a acheté cet or et qu'on l'a, quand on le conserve, d'abord, est-ce qu'on a une taxe à payer? Est-ce qu'il existe une taxe comme il y avait pu avoir pour l'ISF à payer quand on conserve de l'or? Ou est-ce qu'il y a-t-il une obligation déclarative? Non, absolument pas. Il n'y a aucune taxe à payer pendant sa détention. Alors après, j'aborderai le point Il n'y a pas de la d'obligation revente. déclarative non plus. Ce n'est pas comme Non, on compte à l'étranger ou quelque chose comme ça. On n'a pas à non, déclarer qu'on a de l'or ou quelque chose comme ça. exactement, D'accord. absolument. Et d'ailleurs, j'aimerais juste faire une petite aparté dans le transport de l'or au Portugal pour, par exemple, des Français qui auraient de l'or en France et qui souhaiteraient le transporter en Portugal. Mais la circulation de l'or au-delà des frontières françaises, à savoir pour quel que soit le pays, pour le Luxembourg, pour l'Espagne, etc. Alors, elle est soumise à une déclaration douanière en cas de transport, mais uniquement d'une valeur supérieure à 10 000 euros. Je m'explique. Si quelqu'un souhaite transporter de l'or et sortir 7 heures de la France, mais si la valeur en or est supérieure à 10 000 euros, il est obligé de faire une déclaration douanière. En cas de non-respect de la règle, la sanction sera une amende qui est égale au quart de la valeur d'heures transportées. D'accord. Alors, on n'a pas d'obligation déclarative, on n'a pas de taxe à payer quand on le détient. Et imaginons qu'on se lève un matin et qu'on souhaite vendre son or. Alors, comment ça se passe quand on vend son or? Ok, absolument. Alors, pour le revendre comme pour l'acheter, on a plusieurs choix. Soit on peut se diriger à des bijoutiers, soit à la banque, soit des comptoirs physiques d'achat d'heures, ou encore même s'adresser à des sites Internet. Et on aura deux types de taxes, deux types d'impositions qui se nomment taxes sur les métaux précieux et taxes sur la plus-value. Et c'est uniquement pour les résidents français. Pourquoi? Parce que les non-résidents, les résidents qui sont attachés fiscalement à l'étranger, à un autre pays, ils échappent à l'imposition à la revente. En revanche, il est très important qu'ils se renseignent auprès de leur pays auquel ils sont attachés pour savoir comment ils seront imposés là-bas. Alors, par exemple, imaginons un Français, je prends votre exemple, Bernard, qui se réveille et qui se dit je veux revendre en or aujourd'hui, il a deux choix. Soit, premièrement, comme je l'ai dit, la taxe sur les métaux précieux, c'est une taxe forfaitaire de 11,5% sur le montant de la vente quand on parle d'heures d'investissement. Si l'or n'est pas un heure d'investissement, à savoir si c'est des bijoux ou si c'est des pièces de collection, alors là, la taxe, elle est uniquement de 6,5%. Et dans ces deux cas, à savoir si c'est des bijoux d'or ou si c'est des pièces de collection, alors il y a une exonération de la taxe en cas d'une vente inférieure à 5 000 euros. Très bien. Et alors,
OK, bon, ça, on va le laisser de côté. Et ensuite, si on n'a pas la taxe, donc si on peut aussi opter pour un impôt. Absolument. On peut aussi opter par un deuxième type d'impôt qui est l'imposition sur la plus-value réalisée. D'accord. Alors, comment il fonctionne cette imposition? Alors, l'imposition, elle est de 36,2% sur la plus-value réalisée, qui se découpe en un taux de 19%, plus les 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG. Alors, il faut savoir qu'à partir de la deuxième année de détention de l'or, il y a un abattement sur la plus-value à hauteur de 5% par année de détention. Et si on fait les calculs, on s'en rend compte qu'à la fin de 22 ans, il y a une exonération totale sur le montant de la plus-value réalisée. En revanche, il faut faire attention parce qu'il y a une petite condition. Alors, soit le vendeur, il est en mesure d'établir de façon probante, ça veut dire avec une preuve concrète, avec une facture, avec un acte notarié, la date et le prix d'achat du bien, soit il est en mesure de justifier qu'il le détient depuis plus de 22 ans. Et là, il y a plusieurs manières de le justifier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il souhaite être exonéré d'une partie ou de la totalité de l'imposition sur la plus-value, il doit y avoir une manière de le prouver. Et j'aimerais bien finir dans les modalités. Alors, la modalité pour l'imposition sur la plus-value ou pour la TMP, c'est concrètement la même, hein. Soit le vendeur n'a pas recours à un professionnel et ça se passe entre particuliers. Et dans ce cas-là, c'est lui-même qui doit remplir une déclaration et la déposer à l'administration. Soit le vendeur, lorsqu'il passe par un professionnel, alors le professionnel, il va se charger des obligations déclaratives et du paiement de la taxe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il prélève le montant de la taxe sur le montant de la vente et le vendeur, il va uniquement percevoir le montant net. Très bien. Ben, écoutez, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Là aussi, c'était un peu dense. On a dit beaucoup de choses. Bon, il y aura le podcast et on pourra faire ça. On pourra réécouter et séquencer et voir un petit peu tout ça. Alors, juste pour résumer, on achète de l'or librement. Il n'y a pas de taxe à l'achat. Il y a différents prestataires. Il faut bien entendu faire attention à qui on achète. Pendant le temps de la détention, il n'y a pas d'obligation déclarative et pas d'impôt à payer. Et lorsqu'on vend, on a le choix, on va dire pour l'or d'investissement, entre deux méthodes, soit une taxe de 11,5 sur la valeur, soit un impôt de 19 plus 17,50 de CSG sur 17,70 d'ailleurs, je pense, de 17,80 de CSG. Non, 17,20, pardon. 17,2 de CSG et 17,20 CSG. Sur la valeur. Et la taxe sur l'or de 11,50, elle rentre souvent en application pour les gens qui possèdent de l'or depuis longtemps ou qui ont hérité de l'or et qui n'ont pas de preuve d'achat ou pas de facture. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Victor. Mais écoutez, on vous laisse, on vous dit à très bientôt et merci pour ce partage d'expérience. Merci, à bientôt. C'est maintenant au tour de Julien Milinkiewicz de Wellins Assurance, qui est venu nous parler de la souscription d'un contrat d'assurance vie par un mineur. C'est à vous, Julien. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir à nouveau. Effectivement, la vie quotidienne des enfants, vous le savez sans doute, peut représenter un coût certain, hein, que ce soit sur les études supérieures, les séjours à l'étranger, les stages d'équitation, les stages de golf. Et beaucoup de parents, et surtout de grands-parents, ont conscience que le chemin de leurs héritiers sera émaillé de dépenses importantes. On a parlé tout à l'heure, du coup, dans votre introduction, du coût de l'immobilier en France. Et il est aussi fréquent auprès d'une clientèle patrimoniale de transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants, dès leur minorité, une fraction de… Alors, je ne vous entends plus là. Pardon? Ah, il y a eu un petit problème d'Internet. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Voilà, je disais juste qu'il était fréquent dans les familles patrimoniales de transmettre aux enfants ou aux petits-enfants, dès leur minorité, une fraction de capital importante pour aider les enfants ou les petits-enfants à démarrer leur activité personnelle, professionnelle ou tout simplement, je le disais, acquérir leur première résidence principale. Donc, on en a beaucoup parlé déjà dans les émissions précédentes. En France, rien n'est fait pour favoriser la transmission intergénérationnelle. Pour un bref rappel, les donations entre parents et enfants, vous avez simplement un abattement de 100 000 €.
Et dans le cadre d'une donation entre grands-parents et petits-enfants, l'abattement est de 31 865 €. Vous pouvez doubler cet abattement en utilisant le don de sommes d'argent. Donc, un grand-parent pourrait transmettre tous les 15 ans à son petit-enfant 31 865 €, plus une fois 31 865 € en termes uniquement en somme d'argent. Par contre, tout le reste, vous devez accepter de payer les droits de donation, on en a souvent parlé, qui sont parmi les plus élevés du monde. Et puis la question, pour revenir à notre sujet, c'est qu'une fois que cette donation elle a été faite, une fois que l'enfant mineur, enfant ou petit enfant a perçu le fruit de la donation, que faire de ce fruit de la donation, comment le réinvestir? Et là, dans ce cadre-là, le contrat d'assurance vie, on l'oublie souvent, peut être souscrit, enfin c'est le produit, comme dit la chanson, de 7 à 77 ans, même dans l'hypothèse d'un enfant ou d'un petit enfant mineur, celui-ci, suite à cette donation, peut parfaitement souscrire un contrat d'assurance vie, même ouvert auprès d'une compagnie luxembourgeoise. Alors, dans les règles de souscription avec un mineur, il faut l'accord des deux parents? Alors, les règles se sont assouplies, vous avez raison de le souligner. Lorsque l'enfant est mineur, jusqu'en 2015, vous aviez obligatoirement la signature des deux parents si ceux-ci exercent l'autorité parentale. Donc, si les deux parents exercent l'autorité parentale, qu'ils soient divorcés ou non, vous voulez souscrire un contrat d'assurance vie pour un mineur, les deux parents vont signer la souscription du contrat. Si l'un des parents a disparu et décédé et que vous n'avez plus qu'un des seuls parents qui exerce l'autorité parentale, là, la situation s'est assouplie puisque depuis 2015 et la nouvelle ordonnance sur les mineurs, vous n'avez plus besoin de l'autorisation du juge des tutelles, la signature d'un seul parent suffit. Donc, dans toutes les hypothèses, le recours au juge des tutelles pour la signature d'un contrat d'assurance vie pour un mineur n'est plus nécessaire. Si les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale, signature des deux. Si un seul parent exerce l'autorité parentale parce que l'un des parents a disparu, est décédé, peu importe, là, vous avez la signature du seul parent restant va suffire, pas besoin de l'autorisation du juge des tutelles. Et alors, j'ai la même question pour sortir les sous. Par exemple, j'ai mon fils qui a 10 ans, je lui ouvre un contrat d'assurance vie, je vais mettre 50 000 € dessus. Suivant ma fortune, ça sera un don ou une donation. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de sujets. Je dirais, voilà, c'est un don, je mettrai 4 fois 15 000 Bien sûr. ou une donation. Et puis, au bout de 3-4 ans, il est toujours mineur. Et moi, je ne suis pas très satisfait de mon intermédiaire ou de ma compagnie d'assurance. Et là, donc, je veux rapatrier l'argent. Alors, est-ce que je dois obligatoirement rapatrier l'argent sur un compte du mineur ou est-ce que du fait qu'il soit mineur, je peux le rapatrier sur mon compte ou celui de mon épouse? Vous pourrez demander seul, si vous n'êtes pas satisfait, vous l'avez dit, réorienter, pourquoi pas, le patrimoine de mineur. Donc, vous pourriez demander sur votre seule signature en tant que parent le rachat partiel ou total sur le contrat d'assurance vie souscrit par le mineur. Par contre, nous créditerons obligatoirement le compte du mineur. Ensuite, libre à vous, en tant que dépositaire de l'autorité parentale, de réinvestir sur de l'immobilier, sur un autre contrat d'assurance, etc., peu importe. Nous, par contre, on acceptera que votre seule signature suffit ou la signature des deux, si les deux parents exercent l'autorité parentale, sera suffisant pour procéder à un arbitrage, pour procéder à une nouvelle allocation d'actifs, sortir de l'assurance, pourquoi pas dans votre exemple. Par contre, on créditera le compte du mineur, on ne créditera pas le compte du parent, quand bien même vous auriez fait une donation au préalable. Alors, est-ce que ça, c'est une règle de chez vous, donc une règle de Willings, une règle de place, ou c'est une règle européenne maintenant? Pour moi, c'est une règle qui correspond même au-delà qui correspond à la gestion du patrimoine du mineur. Une fois que vous avez fait une donation ou une fois que le mineur a perçu son patrimoine du fait d'une succession, comme vous l'avez évoqué, c'est de l'argent qui lui appartient, donner c'est donner, comme dit l'adage. Vous ne pouvez pas derrière récupérer indirectement le patrimoine de ce mineur. D'accord. Alors, donc ça, c'est la première question. Deuxième question, tout mineur a vocation à devenir majeur.
qu'est-ce qui se passe à 18 ans et un jour? Est-ce qu'il a le droit de tout reprendre? Et est-ce qu'on a le droit de faire des documents comme quoi il ne pourrait pas tout reprendre aussi vite que ça ou aussi facilement que ça? Exactement, ça c'est une problématique pour les familles fortunées. C'est bien de faire une donation. Vous avez raison, tant qu'ils sont mineurs, c'est sous le contrôle de l'autorité parentale. Par contre, à 18 ans et un jour, on a beaucoup d'interrogations. À 18 ans et un jour, le mineur est majeur et il peut parfaitement décider de racheter totalement son contrat d'assurance vie pour acheter une voiture de sport ou faire la fête sur la Côte d'Azur avec ses copains. Donc, dans le cadre d'une donation, dans le cadre d'une transmission, ce qui est souvent utilisé, c'est vous coupler la donation, par exemple du grand-parent dans mon exemple, avec un pacte adjoint qui prévoit déjà d'une part un réinvestissement de l'objet de la donation sur un contrat d'assurance, premier point, ce qui permet donc aux grands-parents donateurs de choisir la compagnie, de gérer l'allocation d'actifs, de savoir où l'objet de la donation va être investi. Et le deuxième point, vous prévoyez dans ce pacte adjoint une clause d'inaliénabilité, je l'ai dit en une fois, parfait, jusqu'aux 25 ans de ce mineur qui sera devenu majeur. C'est-à-dire que vous dites, je vous donne de l'argent, je te donne de l'argent, tu as l'obligation de le réemployer sur un contrat d'assurance. Par contre, quand bien même, lorsque tu auras 18 ans et un jour, les sommes seront, entre guillemets, bloquées, en tout cas seront sous mon contrôle jusqu'à 25 ans. Si tu veux faire un rachat partiel, tu seras obligé de me demander l'autorisation et je serai obligé de te donner l'accord. Tu ne pourras pas, à 18 ans et un jour, racheter la totalité du contrat d'assurance qu'on a ouvert suite à la donation pour faire la fête avec tes copains. Alors, OK, ça c'est la théorie, c'est la loi. Qu'est-ce que vous avez comme, j'ai envie de dire, comme pratique et comme retour? Ça se passe toujours bien? C'est des sujets réguliers avec des problèmes? Il y a des lourds contentieux dans les compagnies d'assurance? Comment est-ce qu'en réalité ça se passe? Alors, c'est un sujet c'est une problématique qui est, comme je vous l'ai dit, assez régulièrement évoquée. La clause d'inaliabilité jusqu'à 25 ans, c'est quelque chose qui est prévu dans le Code civil, hein, donc c'est quand même relativement cadré. Ce n'est pas une création d'ingénieurs patrimoniaux. Ensuite, la seule contrainte, et il faut que les grands-parents l'aient en tête, lorsque vous faites une clause d'inaliénabilité, c'est jusqu'à 25 ans maximum, déjà d'une part, vous ne pourrez pas aller au-delà. Alors, quand on ne peut pas aller au-delà, là encore, c'est la loi qui le dit ou c'est une règle oui, de place? c'est la loi, le Code civil qui le dit, clause d'inaliabilité sur le capital, vous allez réussir à me faire fourcher, c'est jusqu'à 25 ans maximum. Vous ne pouvez pas dire que c'est une donation, mais par contre, c'est bloqué. Normalement, à 25 ans, on a un certain âge de raison, on est stabilisé professionnellement et personnellement, on lâche la gestion et tu deviens libre des capitaux. Par contre, vous ne pouvez pas aller au-delà, premier point. Deuxièmement, si besoin, en cas de force majeure, le mineur en tout cas le mineur devenu majeur, pourra parfaitement aller devant le juge pour demander un rachat sur le contrat. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où, je ne sais pas, les cas les plus extrêmes, mais où vous avez votre mineur qui est devenu majeur, qui ne travaille pas, qui est sans ressources, qui est en rupture de ban avec sa famille, bien évidemment, s'il y a plusieurs centaines de milliers d'euros sur un contrat d'assurance vie qui a été ouvert par ses grands-parents suite à une donation, même à 20 ans, il pourra demander, en cas de force majeure, il pourra demander devant le juge judiciaire le rachat partiel ou total du contrat d'assurance. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose que vous voyez souvent? C'est quelque chose de simple, de compliqué? Parce que là, on est dans des situations conflictuelles ou dans des situations à problème. Donc, ça veut dire que bloquer la disponibilité, ce n'est pas autant inscrit dans le marbre que ça. Il faut quand même s'attendre à ce qu'on puisse lever. Est-ce que la surveillance des juges, elle est bien faite là-dessus ou est-ce que ça va un peu trop vite? En réalité, vous n'avez pas vraiment de surveillance des juges puisque c'est par acte authentique, c'est par acte sous seing privé, pardon. Ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas aller jusqu'aux 25 ans, ça c'est le Code civil qui le dit. L'inaliabilité est possible, mais jusqu'à 25 ans maximum. Effectivement, si vous allez au-delà, c'est sûr que votre petit enfant peut parfaitement aller devant le juge pour demander le rachat total. Et là, ça se passera sans problème pour l'avoir. Hein. Donc, ce sera un contentieux sans lettre. Il sera vainqueur, il sera gagnant. Il pourra redisposer librement du capital. Et puis, effectivement, si avant les 25 ans, il se retrouve sans ressources, il se retrouve en situation particulière, oui, il pourra aussi aller devant le juge
pour demander le rachat, le rachat du contrat. Donc, si vous voulez, c'est une solution qui peut fonctionner et qui est largement utilisée, en ayant conscience pour les grands-parents d'avoir un certain nombre de garde-fous et de certaines limites. Et que ce n'est pas, comme vous dites, dans le marbre, et vous ne vous pouvez pas dire jusqu'à 25 ans, quoi qu'il arrive, ou jusqu'à 35 ans ou 40 ans, quoi qu'il arrive, je te fais une donation, mais tu n'auras pas accès au capital. Ou alors, il faut passer par d'autres structures beaucoup plus lourdes à mettre en place, des fiducies ou autres, mais en tout cas, pas par le contrat d'assurance. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé d'un petit peu tout ce qu'on devait parler, tout ce qu'on devait voir. Des choses à rajouter peut-être de votre côté? Rien de particulier, sauf qu'effectivement, comme on le voit depuis nombreuses émissions, le contrat d'assurance vie en tant que couteau suisse du patrimoine, il n'a pas encore, vous avez vu, délivré tous ses secrets et toutes ses utilisations. Donc, à la prochaine fois. Alors, est-ce que ça représente une grosse partie des assurances vie mineures? Non, effectivement, vous avez raison, on n'est pas sur des montants. Enfin, les montants peuvent être parfois conséquents. On n'est pas Oui, mais on est sur quoi? Ça représente quoi? Ça représente 3% du volume? 1%? 10%? Je dirais 5%. Après, effectivement, vous avez quand même, on sait que l'importance de transmettre pour la génération suivante. Donc, on sait que si vous voulez éviter les droits de succession, on en a déjà longuement parlé, il faut quand même réfléchir à la transmission de son patrimoine bien en amont. Ça représente, oui, moi je dirais même un petit peu moins de 5% des nouvelles souscriptions chez nous. Par contre, ça peut quand même représenter des montants importants parce que vous pouvez avoir un mineur qui va hériter du patrimoine de ses parents qui sont prédécédés et donc qui va venir à la représentation sur le patrimoine de ses grands-parents. Et on a parfois, ça peut arriver, plusieurs des mineurs qui sont de très jeunes mineurs et qui peuvent avoir des souscriptions de plusieurs millions d'euros. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Comme d'habitude, on a dépassé notre temps. On présente nos excuses à tous ceux qui sont connectés pour écouter les informations qui vont arriver. Restez à l'antenne. Dans une minute, ce sera les informations. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt et au revoir. La French Radio, Portugal.